Tout le monde aujourd'hui, on est mardi 21 avril 2026 et notre cher ami, notre frère, Max Blumenthal, est avec nous. Bienvenue à nouveau, Max. Ravi de te voir, Nima. Je vais commencer, Max, par le dernier développement entre les États-Unis et l'Iran. En Iran, ils disent que tant qu'il y aura ce blocus américain, ils n'iront pas à Islamabad pour parler avec les Américains. Et ce n'est pas seulement le blocus, c'est aussi toute l'atmosphère des négociations. Ils ne voient rien de positif qui puisse en sortir. Du côté des États-Unis, ils se disent prêts. D'après CNN et le New York Times, J.D. Vance est prêt à s'y rendre. Mais il estime que l'Iran, lui, n'est pas prêt à participer. C'est pour ça qu'il doute un peu que le voyage ait vraiment lieu. Quelle est, selon vous, la situation actuelle? Eh bien, peu importe que J.D. Vance y aille ou non. Il ne serait qu'une sorte de complément aux négociateurs à double casquette, Steve Witkoff et Jared Kushner, qui servent à la fois Israël et les États-Unis, mais qui, en réalité, renforcent surtout le pouvoir israélien sans avoir la moindre compétence technique ni la moindre connaissance réelle. D'ailleurs, Steve Witkoff, lors d'une interview à Washington en février, a parlé du détroit d'Ormuz, le point central des tensions stratégiques en ce moment, en l'appelant le golfe d'Ormuz. Ce ne sont pas des amateurs, parce qu'ils savent très bien ce qu'ils font, mais ce sont des idiots. Et en plus, ils sont sous l'influence de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, qui à ce stade sont clairement alignés sur Israël dans leur volonté de détruire la République islamique, surtout les Émirats arabes unis. Le Fonds souverain des Émirats arabes unis et celui de l'Arabie saoudite ont versé des milliards de dollars à Jared Kushner. Et ça, c'est totalement passé sous silence dans les médias américains, chaque fois que le nom de Kushner est mentionné comme négociateur. Aujourd'hui, les Émirats poussent pour une invasion terrestre de l'Iran, parce que leur propre économie et le modèle de Dubaï, où les étrangers fortunés peuvent vivre sans impôts, est en train de s'effondrer sous nos yeux. Et c'est ça, au fond, qui guide Jared Kushner. Ce qui veut dire que l'équipe de négociation américaine agit comme un cheval de Troie pour plus de guerre. En réalité, ces négociations servent de couverture à une nouvelle attaque surprise américano-israélienne. Pourquoi l'Iran accepterait-il une telle mascarade? On parlera de J.D. Vance dans un instant. Mais l'Iran serait en train de se placer, une fois de plus, dans une situation où les États-Unis pourraient l'accuser de rejeter un accord. Et la menace de Trump était très claire. Si vous rejetez un accord, nous détruirons totalement votre pays. Il a dit ça la semaine dernière sur Fox News. Alors pourquoi l'Iran céderait-il à ce genre de menaces? Pourquoi négocier avec l'Iran alors que des milliers de missiles de croisière sont pointés sur votre tête et sur celle des enfants de votre pays? C'est impossible. Depuis le début, c'est assez évident que cette guerre était en quelque sorte inscrite dans le projet de l'axe sioniste et dans son agenda vis-à-vis de l'Iran depuis longtemps. Et la seule issue, ce n'est pas la supériorité militaire, mais une stratégie supérieure. Et jusqu'à présent, l'Iran a effectivement agi ainsi, ce qui place Trump dans une situation très difficile, tout comme ses alliés du Golfe. Donald Trump a publiquement contredit son propre secrétaire à l'énergie, Chris Wright, qui vient du secteur énergétique. C'est en gros un lobbyiste de l'énergie. Et qui a déclaré que cette année, il n'y avait aucune chance que le prix de l'essence ordinaire descende en dessous de 3 $ le gallon aux États-Unis. C'est un sujet majeur pour les consommateurs américains, pour les électeurs américains. En clair, cela revient à dire, on va se faire laminer aux élections de mi-mandat prévues en novembre. Tant que Donald Trump maintiendra cette politique, tant qu'il poursuivra le blocus des ports iraniens. Et donc, Donald Trump a répondu, non, mon propre secrétaire à l'énergie ment. Aujourd'hui, Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, qui joue un rôle de plus en plus actif dans la politique iranienne,
pour des raisons évidentes, a suggéré que les États-Unis accorderaient un prêt massif aux Émirats arabes unis. C'était déjà scandaleux qu'il ait accordé 20 milliards de dollars pour soutenir l'économie défaillante de l'Iran. L'Argentine de Javier Milei, qui, soit dit en passant, était récemment en Israël pour rendre hommage à Netanyahou en tant que membre du culte Shabbat. Mais maintenant, alors que l'économie américaine vacille, que les Américains se font écraser à la pompe et dépensent une part énorme de leur salaire pour des courses qu'ils n'arrivent plus à payer, voilà qu'ils vont en plus garantir des prêts à l'un des pays les plus riches du monde, simplement parce qu'il s'est engagé à fond dans la guerre contre l'Iran et qu'il en est sorti détruit. Le message politique pour Donald Trump est donc inquiétant. Et cela semble aller à l'encontre de l'idée qu'il puisse passer à une deuxième phase d'une offensive dévastatrice contre l'Iran, pour tenter d'achever ce qui, dans la première phase, devait être réglé après seulement quelques frappes de décapitation. Les dirigeants républicains au Congrès, ils n'aiment plus cette guerre. Il reste bien quelques circonscriptions disputées qu'ils pourraient encore garder, mais s'ils laissent la guerre continuer et que l'économie reste comme elle est, ils vont se faire écraser. Le Brent, en ce moment, remonte encore à 100 $ le baril. Mais Donald Trump, lui, continue comme si de rien n'était, en lançant ses menaces terroristes. Et sa famille, ou quelqu'un de très proche, on ne sait pas exactement qui, gagne des milliards de dollars grâce à des opérations boursières, comme celle réalisée, je crois, par 16 initiés le 7 avril, juste avant l'annonce du cessez-le-feu. D'après moi, c'était des ventes à découvert sur le pétrole qui ont rapporté des profits énormes. On a presque l'impression que Donald Trump s'en fiche complètement à ce stade. Bon, j'ai dit que j'allais parler de J.D. Vance très rapidement. J.D. Vance, c'est quelqu'un qu'on a présenté au public comme un modéré, un sceptique de la guerre contre l'Iran. Il n'était pas lié au courant néoconservateur, celui qu'on appelle souvent le camp Israël d'abord au sein du Parti républicain. Il n'avait pas les mêmes soutiens que Marco Rubio, par exemple, qui lui a été porté par les deux principaux donateurs pro-Israël du parti, Miriam Adelson et Paul Singer. Vance, lui, était soutenu par Peter Thiel, le président de Palantir, un homme très impliqué en Israël, qui contribue notamment à leur fournir des systèmes de ciblage pour les assassinats, entre autres. Mais Vance, lui, était présenté comme une voix plus indépendante au sein de l'administration. Il est maintenant clair que J.D. Vance cherche à préparer son propre avenir politique en se positionnant comme le successeur de Donald Trump à la présidence financière du Comité national républicain. Et pour ça, il parcourt le pays, organisant des levées de fonds privés avec Paul Singer et Miriam Adelson. D'après un article paru, je crois il y a 5 jours dans le New York Times, ils sont devenus très proches. Et ça aide à comprendre comment Netanyahou a pu appeler J.D. Vance à Islamabad pendant la dernière fausse série de négociations, alors que Vance penchait pour tenter de conclure un accord avec la délégation iranienne. Netanyahou l'appelle. On ne sait pas ce qui s'est dit, mais juste après, J.D. Vance met fin aux discussions, après 21 heures, et s'en va. On sait maintenant qu'il y a tout ce levier qui peut être exercé sur J.D. Vance par Miriam Adelson et Paul Singer. Ce sont eux qui détiennent les clés de la viabilité de J.D. Vance et du Parti républicain pour l'avenir, en direction de 2028. Quand on pense à Miriam Adelson, c'est une investisseuse très active dans le Parti républicain. Et quand je dis active, c'est vraiment le cas. Elle formule des menaces en interne et aussi au nom d'Israël. Par exemple, elle aurait dit que si Donald Trump ne se débarrasse pas de Tucker Carlson, ou si le fils de Tucker Carlson, qui travaillait pour J.D. Vance jusqu'à cette semaine, n'est pas licencié, alors elle ne versera pas une certaine somme d'argent pour la prochaine élection au Congrès.
a certain amount of money to the next congressional election. That's the power she has. And I don't know if C'est le pouvoir qu'elle a. Et je ne sais pas si J.D. Vance, le fils de Tucker Carlson, Buckley, a été renvoyé, mais il est parti cette semaine. Et Tucker Carlson a déclaré aujourd'hui qu'il regrettait profondément d'avoir soutenu Trump et que ça le hante d'avoir fait ça. Donc voilà un peu la situation intérieure. C'est cette situation intérieure qui influence ces négociations. La question, c'est de savoir si Trump s'en soucie vraiment, et si oui, dans quelle mesure. Et surtout, si cela peut l'emporter sur ce qui semble être, de plus en plus, son image narcissique de lui-même, comme un instrument de Dieu ou une sorte de figure christique dont la mission serait de débarrasser l'humanité du mal. Vous avez mentionné le plan de sauvetage financier des Émirats arabes unis. Il manque d'argent. Et c'est pour ça qu'ils ont mis la pression sur Donald Trump en disant qu'ils allaient, d'une manière ou d'une autre, utiliser le yuan à la place du dollar, parce qu'ils n'ont plus assez de dollars américains. Et finalement, Donald Trump a décidé d'accepter ce plan de sauvetage financier pour les Émirats arabes unis. Mais quand on regarde la situation, je pense qu'il y a beaucoup à dire sur la politique intérieure et sur ce qui se passe aux États-Unis et sur la façon dont tout cela va influencer Donald Trump. Et d'ailleurs, le dernier sondage réalisé aux États-Unis montre que 64% des personnes interrogées ont dit non à la guerre contre l'Iran au Moyen-Orient. Et ça, c'est une partie de l'histoire. L'autre, c'est ce que CNN a rapporté sur le plan militaire. Ils disent que les États-Unis risquent de manquer de missiles si une nouvelle guerre éclate, après avoir épuisé leur stock lors des opérations en Iran. Et de l'autre côté, on voit Israël qui affirme être prêt, totalement prêt à se battre à nouveau. Mais qui va fournir les armes à Israël? Je ne sais pas. Il manque d'intercepteurs. Il n'y a pas de radar opérationnel dans la région pour communiquer avec le système de défense aérienne. Alors comment voyez-vous la politique intérieure américaine face à toutes ces pénuries? Eh bien, les Américains ne se rendent pas forcément compte des pénuries. Et Trump a toujours la capacité de détruire, s'il en donne l'ordre, les infrastructures iraniennes. Les États-Unis peuvent aussi réaffecter des ressources depuis l'Asie, comme ils l'ont fait avec les missiles JASSM, quand leurs capacités de frappe à distance ont commencé à s'épuiser. Avant le 7 avril, ce qui, à mon avis, a joué un rôle dans le cessez-le-feu, Trump a dû déplacer beaucoup d'actifs militaires américains. Les moyens navals sont en train de s'effondrer. Les porte-avions sont devenus une sorte de sujet de moquerie sur Internet, quand on voit par exemple les repas servis à bord de l'USS Gerald Ford. On a l'impression qu'ils mangent des plats qui feraient reculer même des lycéens américains dans une cantine publique. La marine américaine a publié ce qui semblait être, ou peut-être ce qui était, des posts générés par l'intelligence artificielle montrant des marins en train de manger des repas censés être délicieux, pour contrer les fuites montrant la vraie nourriture qu'ils mangeaient. On a aussi vu, soi-disant, de nouveaux incendies de blanchisserie sur YouTube à bord de ces porte-avions qui sont censés représenter la base de la puissance impériale américaine ou de sa capacité de projection. Mais ça ne veut pas dire que les États-Unis ne peuvent pas infliger d'énormes dégâts à l'Iran. Au 7 avril, les États-Unis avaient même cessé d'essayer, du moins il ne semblait plus y avoir de tentative réelle, d'intercepter les attaques iraniennes contre des sites autour de l'Arabie saoudite, notamment les champs pétroliers saoudiens. On voyait des drones Shahed et des frappes de missiles balistiques sans aucune interception. Je pense que ces zones ont été en pratique abandonnées et Israël, lui, reste protégé. Les F-35 restent sur la base aérienne de Nevatim. On ne sait pas vraiment ce qui s'y passe. Tout est soumis à une censure très stricte.
Il faut dire que la production de missiles de croisière sophistiqués, comme le JASSM ou le Tomahawk, prend énormément de temps. Et là, on voit Trump commencer à mettre en avant une autre entreprise d'armement en pleine ascension, appelée Anduril. Elle est très liée à sa famille et à son cercle rapproché. En réalité, c'est une sorte de réseau de népotisme dirigé par un personnage sociopathe nommé Palmer Luckey. Il affirme pouvoir produire des missiles de croisière beaucoup plus rapidement en transformant des usines automobiles américaines, comme celle de General Motors, en usines de missiles. Trump a d'ailleurs appelé à convertir ces usines automobiles en usines d'armement, ce qui laisse entrevoir des plans de guerre permanentes, tout en servant directement le Helm with Enemies d'Anduril. Et Anduril a obtenu d'importants contrats ces derniers mois pour faire ça, mais rien n'a encore été mis en œuvre. Ça montre l'une des faiblesses de la base industrielle de défense américaine. Produire des armes à distance à un rythme assez rapide pour mener une guerre contre un grand pays comme l'Iran, sans devoir envoyer des avions comme les F-15 ou les F-35, que l'Iran peut abattre avec son système infrarouge passif, Majid par exemple. Tout cela souligne le danger d'un retour de Trump dans la guerre. J'avais simplement supposé que le pilote ait été récupéré ou non après la chute de ce F-15 au sud d'Ispahan, qu'il y aurait bientôt une nouvelle crise si Trump ne mettait pas en place un cessez-le-feu. Et maintenant, il y a un cessez-le-feu. Je pense que la meilleure option pour Trump, c'est de maintenir le blocus naval aussi longtemps qu'il le peut. Mais ça ne durera pas très longtemps, parce que la marine américaine est à bout de souffle. Les marins sont démoralisés. Ça coûte une fortune et ça nuit énormément à l'économie mondiale. En plus, ça détériore les relations des États-Unis avec la Chine, alors même que Trump veut conclure un grand accord commercial avec Pékin d'ici, disons, 3 semaines. La marine américaine vient d'intercepter, ou plutôt de détourner, un navire iranien ou un pétrolier sous sanctions dans ce qu'ils appellent la zone de responsabilité Indo-Pacifique, comme s'ils avaient la responsabilité de se livrer à de la piraterie. Ce navire transportait 2 millions de barils de pétrole d'une valeur d'environ 200 millions de dollars à destination de la Chine. En gros, ils sont en train de voler du pétrole chinois, le même jour où Xi a appelé à ouvrir le détroit d'Ormuz, parce que la Chine puise dans ses réserves stratégiques. Donc je pense que Trump peut maintenir le blocus naval, puis peut-être relâcher un peu la pression et laisser la situation s'éteindre d'elle-même. Peut-être qu'il déclarera la victoire. Les lèche-bottes qui restent dans la base MAGA célébreront cette victoire. Et il pourrait essayer de changer de sujet à quelques mois des élections de mi-mandat pour sauver quelques sièges. Mais je ne sais pas s'il va le faire, vu son activité complètement folle sur les réseaux sociaux, les messages inquiétants qu'on voit venir de la Maison-Blanche et le niveau de contrôle et de détermination des Israéliens à poursuivre ce mouvement de guerre d'une manière ou d'une autre. Et l'une des choses les plus troublantes que je vois en ce moment, c'est, et je vais d'ailleurs y aller juste après cette interview, Trump en train de lire la Bible aujourd'hui devant une foule de chrétiens d'extrême droite fanatiques, persuadés de vivre la fin des temps au musée de la Bible à Washington. Il lit un passage du livre des Chroniques, chapitre 7, verset 11, un passage qui le place dans le rôle du roi Salomon, à qui Dieu demande de guérir la terre si le peuple se détourne de ses péchés. Et donc, Trump devient ce roi sage, un instrument entre les mains de Dieu. Mais c'est aussi un passage qui parle du roi Salomon construisant le temple selon les plans de son père, David, un lieu où seront offerts des sacrifices à Dieu. Et cela fait écho aux croyances apocalyptiques quasi sectaires du mouvement du troisième temple en Israël, représenté par le ministre israélien de la Sécurité,
Itamar Ben-Gvir, un fanatique qui pense que l'esplanade d'Al-Aqsa devrait être détruite pour faire place à la construction d'un troisième temple, où l'on pratiquerait à nouveau des sacrifices d'animaux selon les traditions religieuses. C'est donc à cela que Trump va participer aujourd'hui, à 18h, devant un... Enfin, ce sera diffusé à la télévision, il n'y sera pas en personne, mais ce sera pour une réunion de partisans véritablement fanatiques, qui le voient comme un instrument de Dieu, alors même qu'il a lui-même déclaré qu'il n'était pas chrétien et qu'il ne connaissait rien à la Bible. Alors, est-ce qu'une personne comme ça peut prendre une décision rationnelle vis-à-vis de l'Iran ou du Liban? Est-elle capable de faire la part entre ses considérations intérieures, économiques, et cette guerre dans laquelle les forces américaines encerclent complètement l'Iran? Franchement, je ne le pense pas. Et c'est pourquoi, à mon avis, il faut se préparer à l'irrationnel. Max, quand on regarde la guerre depuis le tout début, ils ont essentiellement parlé de changement de régime, puis du programme nucléaire, et maintenant, personne ne sait vraiment quelle est la stratégie de l'administration Trump. À chaque fois qu'il en parle, il dit que son seul problème, c'est le programme nucléaire. Pas de bombe nucléaire, pas de nucléaire, point. Mais est-ce qu'il y a, selon toi, une base, une logique à leur stratégie? Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? Parce que ce soit dans le cas du détroit d'Ormuz, dans ce qui se passe sur le terrain, ou dans les discussions autour du cessez-le-feu, je n'ai rien vu de concret venant de l'administration Trump. Rien qui montre au public quel est l'objectif. Quels sont les objectifs, s'il y en a plusieurs? Qu'est-ce que c'est, selon toi? Trump s'en fichait. Il ne s'en est jamais soucié. Et ceux qui l'entouraient le savaient. Les responsables plus rationnels, comme certains hauts gradés du Pentagone, semblaient comprendre que les objectifs étaient impossibles à atteindre. C'est d'ailleurs pour ça que Dan Kane, le chef du CENTCOM, a fait pression sur Trump pour qu'il renonce à cette guerre. Il avait aussi compris ce dont on a déjà parlé, les problèmes d'approvisionnement et le risque de manquer de missiles de croisière et d'intercepteurs. La question du détroit d'Ormuz, elle n'a jamais été abordée, je crois. Et on ne sait pas vraiment si Donald Trump aurait été capable de la comprendre. Mais en tout cas, le sujet n'a jamais été discuté. On a simplement dit à Trump que cette guerre serait réglée par une série de frappes de décapitation et que le peuple iranien se soulèverait pour renverser la République islamique. Et il est entré. Et quand on lui a raconté que lors de réunions avec Netanyahou, celui-ci s'asseyait à la tête de la table, comme l'a rapporté le New York Times, ça ne m'a pas surpris. Ça faisait écho à un article qu'on avait publié dans The Grey Zone un an plus tôt sur la façon dont Trump avait été, disons, manipulé pendant la guerre des 12 jours. Netanyahou est assis à la tête de la table, dans la salle de crise de la Maison-Blanche, avec le directeur du Mossad, David Barnea, derrière lui, en visioconférence. Et là, il dit à Donald Trump que tout ça peut être réglé très facilement, avec une série rapide d'assassinats. Ils ont les coordonnées du dirigeant iranien. Il sera à son bureau le 28 février. Il faut lancer l'opération maintenant. On peut le faire et après tout sera terminé. Netanyahou savait qu'en ordonnant cet assassinat et en obtenant simplement que Trump dise oui au départ, il entraînerait les États-Unis dans un conflit de long terme qui profiterait à Israël. Le but d'Israël, c'est la destruction de l'État iranien, mais aussi de rediriger la puissance américaine vers un point de tension régional et de l'éloigner de l'Asie et d'autres priorités plus profondes. Et il a réussi à obtenir ça de Trump. Mais dans ce rapport, Marco Rubio, même John Ratcliffe, un directeur de la CIA pourtant très pro-israélien, et tout le monde sauf Pete Hegseth,
je crois que Dan Kane aussi, ont tous dit que ce que disait Netanyahou, c'était du grand n'importe quoi, que tout ça, c'était un mensonge. Je crois que Marco Rubio a même parlé de pure connerie. Mais aucun d'eux n'a osé s'opposer à Donald Trump. Et Trump, lui, a pris seul la décision d'autoriser cette frappe, s'engageant ainsi sur cette voie folle vers la ruine économique et politique. Et maintenant, on en est là. Je pense que ce que Donald Trump essaie de faire, parce que beaucoup de gens disaient que Netanyahou est... En fait, je l'ai dit moi-même plusieurs fois. J'ai dit que c'est Netanyahou qui dirige le jeu à Washington. Mais Donald Trump ne se rend pas service. À chaque fois qu'il déclare qu'il n'y a aucune différence entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Et à ce moment précis, comment voyez-vous l'administration? Y a-t-il, selon vous, une différence entre l'administration Trump et celle de Netanyahou? Je pense qu'il y a une vraie inquiétude chez les stratèges politiques qui dirigent l'opération Trump à cause de la perception au sein de la base républicaine que c'est Netanyahou qui commande. Et puis il y a eu un effondrement dans les sondages. Un nouveau sondage de Pew Research montre que, c'est bien Pew, oui, que les hommes américains de moins de 50 ans ont maintenant une opinion défavorable nette de 47% envers Israël. Moins 47, ce qui représente une baisse de 23 points depuis 2020. Les hommes américains de moins de 50 ans, c'est en grande partie la base de Donald Trump. Enfin, une partie de sa base, les hommes blancs. Et eux, ils sont écœurés par la soumission et la prosternation de Donald Trump devant l'agenda de Netanyahou. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a même un mème qui circule sur les réseaux sociaux américains où on voit des types coincés dans les embouteillages crier « Pourquoi Netanyahou ?» ou encore « Netanyahou, arrête le trafic. Ouvre cette voie, Netanyahou. » En gros, ils disent que Netanyahou contrôle tout, parce qu'il le voit contrôler Donald Trump, au point que Trump est en train de se détruire lui-même et d'aliéner non seulement ses partisans, mais aussi ses plus proches alliés du mouvement America First. Tucker Carlson en est un exemple. Aujourd'hui, il a dit qu'il ne regrettait rien autant que d'avoir soutenu Donald Trump. Il en est hanté. L'effondrement du soutien à Israël chez la jeune génération du Parti républicain fait clairement peur à ces stratèges. Ils veulent juste que cette guerre disparaisse. Mais elle ne disparaîtra pas. Et elle ne peut pas, à cause de l'emprise qu'Israël a sur Donald Trump. Alors, comment Trump peut-il trouver une porte de sortie? Dans quelle direction peut-il aller? Comment peut-il se dégager de cette guerre sans permettre à l'Iran de proclamer la victoire et sans qu'on entende, dans les rues de Téhéran, des reprises triomphales de la suite de Khorramshahr de Majid al-Tazami. Je ne pense pas qu'il y ait une issue. Oui, c'est un piège. C'est incroyable ce qu'il s'est infligé à lui-même. Mais, Max, comment la guerre a-t-elle changé le Moyen-Orient, avec toutes ces grandes et magnifiques bases américaines installées depuis si longtemps dans les pays du Golfe? Ils ont tout payé là-bas, absolument tout. Et quel est le problème? Ou plutôt, quel est le résultat de la guerre jusqu'à présent pour les États-Unis? Ensemble, je ne sais pas. Comment perçois-tu, toi, la vision qu'ont les pays du Golfe de tout ça? Comment voient-ils la situation au fil du temps avec cette guerre? Parce que leurs économies, comme tu l'as mentionné pour les Émirats arabes unis, traversent en ce moment d'énormes difficultés. C'est pareil pour le Qatar. C'est pareil pour l'Arabie saoudite. Le Koweït est incroyablement touché. Bahreïn aussi. À ton avis, que se passe-t-il pour les pays du Golfe? Oui, c'est triste. Je connais des gens qui ont quitté les Émirats arabes unis pour des raisons évidentes. Leurs enfants n'aimaient pas les bombardements, par exemple. Et c'est le cas de beaucoup de monde.
Je connais aussi d'autres personnes qui sont encore là-bas et d'autres dans la région. Ce qu'ils ont tous en commun, c'est qu'ils ont peur de me parler de ce qui se passe vraiment, parce qu'ils ont peur de leur gouvernement. Ces gouvernements piratent ou surveillent les échanges WhatsApp de tout le monde. Ils espionnent tout le monde. Ils ont même emprisonné quelqu'un que je connais depuis des années, le journaliste Ahmed Shihab Eldin, au Koweït. C'est un citoyen américain, américano-koweïtien, qui avait filmé ou publié des images de la destruction d'un F-15 par un avion koweïtien. Un incident vraiment étrange. Comment peut-on abattre 3 F-15 américains par accident? Et maintenant, il est enfermé, pratiquement disparu, et il va passer devant un tribunal. Des citoyens bahreïnis ont été torturés à mort pour avoir manifesté. Le niveau de répression est tellement extrême dans ces pays parce qu'ils sont au bord de l'extinction, non seulement de leur modèle économique, mais de leur existence même. Et si Trump relance un nouveau cycle de conflit, à un moment où il fait une chaleur étouffante, où tout le monde a besoin de climatisation, où il faut plus d'eau dans ces régions, alors ce sera la fin. Parce qu'il suffira que l'Iran frappe les usines de dessalement ou qu'il touche à quelques infrastructures pétrolières, à l'énergie, et là, ce sera un exode massif. Et pourquoi quelqu'un reviendrait? Franchement, tout le modèle de Dubaï repose sur une vie sans impôts pour des étrangers extrêmement riches. Eh bien, ils ne vont plus pouvoir offrir ça parce que ce ne sera plus économiquement viable. J'entends dire que des centaines d'hôtels ferment à Dubaï et à Abu Dhabi. Voilà, c'est ça l'héritage de cette guerre. C'est ce que Donald Trump a choisi de faire. Après que les Émiratis et les Saoudiens ont versé des milliards de dollars à Jared Kushner et à Trump. Je pense que Trump est reparti, lui et sa famille, avec près d'1 milliard de dollars après son dernier voyage dans le Golfe. Et qu'est-ce qu'ils ont obtenu en échange? Qu'est-ce qu'ils ont eu pour ça? C'est la décision qu'ils ont prise et ils doivent en assumer les conséquences parce qu'ils ont fait ce choix-là au lieu de chercher la paix avec la plus grande puissance régionale, l'Iran, et de trouver une forme d'entente régionale. Quant aux bases américaines, je ne les vois pas revenir. Ça coûterait beaucoup trop cher et je ne vois tout simplement pas comment ils pourraient les reconstruire. Ce qui veut dire que le système le système de protection qui a régi les relations des États-Unis avec des pays comme l'Arabie saoudite, Bahreïn ou le Koweït pendant des décennies, c'est terminé. Il n'y a plus personne pour protéger vos champs de pétrole. Et ces bases servaient aussi à protéger ces dictatures détestées contre leur propre population. Donc, elles vont devoir gérer leur peuple d'une autre manière. Et je ne pense pas que la famille Al-Khalifa ait la moindre réponse à ça. Et puis, si une nouvelle phase de cette guerre commence, on verra une projection de puissance plus forte venant d'Israël, qui propose maintenant d'accueillir directement des bases américaines sur son propre territoire, en alternative, par exemple, à la base aérienne d'Al-Udeid au Qatar ou à celle d'Al-Salem au Koweït. On pourrait même voir l'Azerbaïdjan utilisé de façon plus offensive pour attaquer l'Iran. Et puis, il y a un autre facteur, régional cette fois, qui mérite d'être mentionné. Ce sont les menaces constantes venant de figures influentes au sein du renseignement militaire israélien et de la sphère politique, qui évoquent l'idée d'attaquer la Turquie une fois la guerre contre l'Iran terminée. C'est un message adressé à une autre grande puissance régionale, une puissance intermédiaire dont la population est profondément solidaire de la Palestine, farouchement anti-israélienne, et que Erdogan parvient à contenir en utilisant une rhétorique anti-israélienne habile et virulente, tout en expédiant du gaz vers Israël via l'Azerbaïdjan.
La Turquie est ainsi devenue le deuxième fournisseur de gaz d'Israël, tout en restant membre de l'OTAN et en maintenant sur son sol une station d'écoute de l'Alliance dirigée contre l'Iran. La Turquie essaie, sous la direction de l'AKP, d'apaiser un peu la colère et l'indignation du public, après avoir vu le génocide à Gaza, tout en cherchant à s'attirer les faveurs de ses maîtres impériaux pour éviter l'effondrement d'une économie profondément liée au système financier occidental. Et Israël menace de faire éclater cette contradiction, de la réduire en miettes et de forcer la colère du peuple turc à remonter à la surface. Donc oui, la pression est réelle. C'est le moment pour la Turquie de faire un choix, parce que tout est déjà écrit. Si Israël atteint son objectif en Iran, la Turquie sera la suivante. Et l'OTAN, depuis Trump, n'a plus vraiment de sens. La Turquie doit comprendre que l'OTAN et l'article 5 ne compteront pas face à une menace israélienne. Voici ce que le ministre iranien des Affaires étrangères vient de publier sur X. Bloquer les ports iraniens est un acte de guerre et donc une violation du cessez-le-feu. Frapper un navire commercial et prendre son équipage en otage est une violation encore plus grave. L'Iran sait comment neutraliser les restrictions, comment défendre ses intérêts et comment résister à l'intimidation. Je pense, Max, que ce qui se passe dans le cas de Donald Trump, c'est qu'il est allé trop loin dans cette guerre, avec la destruction des radars dans la région. Comme tu l'as mentionné, Israël demande une nouvelle base sur son territoire parce qu'il manque de radars. Et sans communication avec ces radars, les systèmes de défense aérienne ne peuvent pas fonctionner correctement. Et ce n'est pas tout. Il manque d'intercepteurs et il y a beaucoup de rapports venant d'Israël. On ne voit pas beaucoup d'images en provenance d'Israël montrant à quel point cela a affecté ou dévasté certaines zones du pays. Mais d'après les rapports, Israël doit dépenser énormément d'argent pour reconstruire ce qui a déjà été détruit. Et fabriquer de nouveaux radars, construire de nouvelles bases, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça va prendre du temps. C'est pour ça que je pense que Donald Trump se trouve dans une situation très difficile, presque désespérée, parce qu'il doit conclure un accord. Il doit trouver une forme d'accord. Sinon, il doit continuer la guerre. D'après ce qu'on entend sur CNN et d'autres médias, les États-Unis manquent de missiles de croisière. Parce que quand on regarde les capacités offensives et défensives, les radars, et la possibilité pour Donald Trump d'obtenir un accord dans la situation actuelle du détroit d'Ormuz et du programme nucléaire iranien, à mon avis, c'est très difficile pour lui de sortir du piège qu'il s'est lui-même créé, tout en pouvant dire qu'il est en train de gagner d'une manière ou d'une autre. Comment voyez-vous le chaos qu'il a provoqué lui-même? Eh bien, je pense que j'ai déjà expliqué ma vision tout au long de cette conversation. Je n'ai pas grand-chose à ajouter là-dessus. Je dirais qu'il y a plusieurs possibilités ici. Je soupçonne que le blocus des ports iraniens par Donald Trump, les attaques contre la marine marchande iranienne et le fait qu'il y ait déjà des navires iraniens transportant 160 millions de barils en mer, ce qui permettra à l'Iran de continuer à exporter du pétrole jusqu'en juillet, probablement au-delà du moment où Donald Trump pourra maintenir ce blocus sur le plan politique et économique. Tout cela me conduit à penser qu'il va de nouveau autoriser une action militaire. Et ce sera une action militaire de type terroriste, visant des infrastructures civiles, parce que les objectifs militaires, eux, ont tous échoué ou se sont essoufflés. À Washington, ils répètent sans arrêt ce mantra. Victoire tactique, échec stratégique. Selon eux, les États-Unis et Israël auraient remporté une victoire tactique, mais subi un échec stratégique.
Mais enfin, c'est quoi cette victoire tactique? Je ne vois même pas ce que ça veut dire. Quelle tactique au juste? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Détruit une partie de la marine conventionnelle iranienne? D'accord. Alors pourquoi le détroit d'Ormuz est-il fermé? Parce que les gardiens de la révolution ont leur propre marine et vous ne l'avez pas détruite. Et cette marine peut se cacher dans des bases creusées dans la montagne. Ce sont de petites embarcations. Elles peuvent encore attaquer les navires marchands. Elles peuvent frapper vos destroyers avec des missiles de croisière. Alors, où est-elle, cette fameuse victoire tactique? Where's even the tactical victory? The only thing they have left is terrorist destruction. La seule chose qu'il leur reste, c'est la destruction terroriste. Mais ça laisse entendre un autre scénario, du genre, on remet le changement de régime à plus tard. Détruire les aciéries d'Iran. Détruire autant que possible les infrastructures du pays et essayer de l'appauvrir, de le placer sous des sanctions sévères, comme la Syrie après la sale guerre, la guerre sale de 12 ans, et l'imposition des sanctions César, qui ont plongé 90% de la population syrienne sous le seuil de pauvreté. Et au final, l'État syrien s'est en quelque sorte effondré, et le Front al-Nosra est simplement entré dans Damas. Je me demande d'ailleurs si Ahmed Shara ne regrette pas ça aujourd'hui, après avoir dû assister à un show de mi-temps de basket avec une chanson de Missy Elliott. C'était comme regarder, je ne sais pas si tu as vu cette vidéo d'Al-Shara, mais c'était comme la punition parfaite pour lui. Bref, ce genre de scénario à la syrienne continue de planer. Et je crois que ça a aussi été évoqué par le directeur du Mossad, ou du moins suggéré par lui, David Barnea, quand il a déclaré cette semaine que le Mossad passait à la phase 3. En gros, une sorte de conflit gelé, où le Mossad allait intensifier ses opérations de sabotage, ses tentatives d'armer les soi-disant manifestants, les émeutiers du changement de régime, et de favoriser l'instabilité, la destruction économique et la ruine à l'intérieur de l'Iran. Les États-Unis, eux, jouent aussi les gendarmes du monde. Ils ont arrêté un citoyen iranien au Panama, l'accusant d'avoir violé les licences d'exportation américaines. En gros, c'est comme si on prenait des Iraniens en otage un peu partout dans le monde pour s'en servir comme moyen de pression contre l'Iran pendant les négociations. Mais la grande différence entre la Syrie et l'Iran, c'est encore une fois le détroit d'Ormuz. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres différences. L'Iran, c'est une puissance régionale majeure, une puissance industrielle. Le pays ne traverse pas de guerre civile. Mais tant que l'Iran garde le contrôle du détroit d'Ormuz, il peut en tirer des revenus qu'il peut ensuite utiliser pour sa reconstruction. Et ça rendrait la stratégie appliquée en Syrie totalement inefficace. Donc encore une fois, je ne vois pas comment Donald Trump pourrait éviter une nouvelle tentative de conflit, à moins qu'il accepte enfin d'écouter la raison et de faire ce que sa base et ce que le peuple américain souhaite. Mais jusqu'ici, ce n'est pas à eux qu'il a prêté l'oreille pendant toute cette guerre. Le cas du Liban est important, Max, parce que avant cette première série de négociations, c'était une condition préalable posée par les Iraniens, simplement pour l'écarter. Et si on cherche à obtenir un cessez-le-feu, ce sera sur tous les fronts, absolument tous les fronts. Il parlait du Liban, et comme on le sait aujourd'hui, il y a une sorte de cessez-le-feu entre Israël et le Liban, pendant qu'Israël trace une ligne jaune dans le sud du Liban, un peu comme ils l'ont fait à Gaza hier. Alors, comment vois-tu la situation au Liban? Pour ma part, je ne pense pas que l'Iran laissera faire ça, parce qu'avec l'escalade qu'on a vue jusqu'à présent, je crois que toutes les lignes rouges ont disparu du calcul, aussi bien du côté de Téhéran que de Tel Aviv. Et c'est pour ça que le cas du Liban est si important pour les Iraniens. The case of Lebanon is so important for Iranians. Well, Iran stopped the Eh bien, l'Iran a arrêté. Après le massacre du Mercredi noir, où plus de 350 civils libanais ont été tués, l'Iran a au moins exercé sa dissuasion pour garantir que ça ne se reproduise pas dans un avenir proche.
Mais on n'a pas, We don't have a- ce n'est évidemment pas un vrai cessez-le-feu si Israël impose une ligne jaune, applique le modèle de Gaza, détruit des villes entières. On peut voir les images publiées par l'armée israélienne depuis Aïtaroun, où leurs soldats brûlent des maisons, des commerces et incendient toute la ville pour la rendre inhabitable et imposer ce genre de zone tampon. And imposing this in order to impose a buffer zone, they've destroyed Bint Jbeil or large sections of Bint Jbeil. Ils ont détruit Ben Jbeil, ou de larges parties de Ben Jbeil, après avoir échoué à la prendre. Et maintenant, ils détruisent des villages chrétiens dans tout le sud du Liban, ce qui a conduit à ces images de la profanation de Jésus-Christ par un soldat israélien, provoquant un incident international. Ce n'est pas un cessez-le-feu. Ce n'est pas un cessez-le-feu appliqué par l'Europe ou par les États-Unis. Personne ne fait rien pour empêcher Israël d'occuper illégalement le Liban et de détruire sa société. And carrying out societal destruction. And when I say no one, that includes the Lebanese president. Et quand je dis personne, ça inclut le président libanais, Joseph Aoun, qui prévoit d'envoyer une délégation ce jeudi à Washington pour rencontrer l'ambassadeur israélien Yaakov Leiter, un ancien membre de la Ligue de défense juive, considéré comme une organisation terroriste et militant des colonies, ainsi que des représentants du département d'État, afin de négocier la soumission du Liban. Ils vont discuter de la prolongation du cessez-le-feu, ce qui revient à prolonger l'occupation illégale du sud du Liban par Israël. Et dans le même temps, le Liban donnera son feu vert à de nouvelles violences, en réclamant le désarmement du seul groupe qui avait défendu le sud du pays contre ce type de terrorisme et de guerre religieuse, le Hezbollah. Oui, pour conclure cette session, Max, tu avais l'Espagne, la Slovénie et l'Irlande. Slovenia and Ireland. Je dois vraiment y aller maintenant. Okay. Très bien, parfait. Merci beaucoup, Max, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est toujours un vrai plaisir. Great pleasure, as always. Merci beaucoup, Nima.